Imaginez l'impensable. Une structure emblématique, symbole d'une nation, vendue. Non pas une fois, mais deux. Comment une telle audace, une telle supercherie a-t-elle pu se produire? C'est l'histoire d'un homme, un maître de l'illusion, dont le nom résonne encore dans les annales de la fraude. Son terrain de jeu, le Paris des années folles, une époque de faste et d'incertitude économique après la Grande Guerre. Dans ce tourbillon d'après-guerre, où l'argent circulait et les esprits étaient parfois trop confiants, un personnage hors du commun allait écrire sa légende. Une légende faite de ruse, de psychologie et d'une audace sans limite. Il déjouait les pièges avec une finesse remarquable, lisant dans les intentions comme dans un livre ouvert. Son regard perçant ne laissait rien passer et sa capacité à anticiper les mouvements de ses adversaires relevait du prodige. Là où d'autres hésitaient, il fonçait porté par une foi inébranlable en son destin. Chaque rencontre, chaque décision contribuait à bâtir l'aura mystérieuse qui le suivrait bien après, que son nom soit murmuré comme une énigme. Né en 1890 en Autriche-Hongrie, Victor Lustig était doté d'un esprit vif et d'une ambition peu conventionnelle. Dès son plus jeune âge, il comprit les rouages de la persuasion. Il saisit intuitivement la psychologie humaine, ses faiblesses et ses désirs. Dans ce tourbillon d'après-guerre, où l'argent circulait et les esprits étaient parfois trop confiants, un personnage hors du commun allait écrire sa légende. Une légende faite de ruses, de psychologie et d'une audace sans limite. Il déjouait les pièges avec une finesse remarquable, lisant dans les intentions comme dans un livre ouvert. Son regard perçant ne laissait rien passer et sa capacité à anticiper les mouvements de ses adversaires relevait du prodige. Là où d'autres hésitaient, il fonçait porté par une foi inébranlable en son destin. Chaque rencontre, chaque décision contribuait à bâtir l'aura mystérieuse qui le suivrait bien après que son nom soit murmuré comme une énigme. Sa prestance naturelle, renforcée par des manières impeccables et une connaissance pointue de l'étiquette, renforçait l'illusion. Même les plus sceptiques finissaient par succomber à son vernis de noblesse, convaincus d'avoir affaire à un homme d'influence. Il s'exprimait avec une assurance tranquille, glissant subtilement des références aristocratiques et des anecdotes diplomatiques dans ses conversations. En quelques heures, il pouvait transformer le doute en admiration, ouvrant la voie à des opérations frauduleuses d'une efficacité redoutable. L'une de ses inventions les plus célèbres fut la boîte à argent. Il s'agissait d'une machine prétendument capable de dupliquer des billets de banque, une promesse alléchante pour quiconque rêvait de richesses faciles. Il orchestrait ses démonstrations comme de véritables spectacles, captivant son auditoire par une mise en scène soignée et des explications savamment ambiguës. Chaque détail semblait pensé pour éveiller la fascination et la convoitise, renforçant l'impression qu'ils étaient témoins d'une invention révolutionnaire. Des applaudissements étouffés et des murmures émerveillés accompagnaient souvent l'apparition miraculeuse du billet, comme si la machine transcendait les lois naturelles. Et dans cette atmosphère quasi mystique, les observateurs ne réalisaient pas qu'ils devenaient les prochains pions d'une escroquerie magistrale. Les victimes, aveuglées par l'appât du gain, achetaient la machine à prix d'or. Elles ne découvraient la supercherie qu'après plusieurs heures, lorsque la boîte ne produisait plus que du papier blanc. Lustig était déjà loin. L'inspiration pour son coup le plus audacieux vint d'un article de journal en 1925. Il y était question des coûts exorbitants d'entretien de la Tour Eiffel. L'idée germa dans son esprit. Et si on la vendait? Une telle absurdité aurait pu sembler impossible à quiconque, mais dans l'esprit de Lustig, elle prenait les contours d'un plan génial. Il se documenta minutieusement, se fit passer pour un haut fonctionnaire du gouvernement chargé de la vente secrète du monument. Avec des papiers falsifiés et une assurance désarmante, il réunit des ferrailleurs influents dans un hôtel prestigieux, leur présentant l'affaire comme une opportunité unique. Et dans cette ambiance feutrée, où le respect de l'autorité primait sur la logique, plusieurs tombèrent dans le piège sans même oser remettre en question la légitimité de cette vente improbable. L'audace du plan était stupéfiante. Vendre le monument le plus emblématique de Paris. Une entreprise qui semblait vouée à l'échec, mais Lustig y voyait une opportunité unique. Il prépara méticuleusement son stratagème. Il fit imprimer de fausses en-têtes de lettres du gouvernement français. Il se forgea une identité crédible, celle de directeur général adjoint du ministère des Postes et Télégraphes. Pour parfaire son rôle, il adopta un ton officiel et une posture digne des hauts fonctionnaires, ce qui renforçait sa crédibilité auprès de ses interlocuteurs. Il réserva discrètement une salle luxueuse dans un grand hôtel parisien, y invitant les ferrailleurs sous prétexte de négociations confidentielles.
Chaque détail de la réunion était millimétré, de la paperasse soigneusement préparée aux expressions feintes de gravité qu'il arborait. Lustig savait que le moindre faux pas pouvait faire s'écrouler son château de cartes, mais il semblait évoluer avec l'assurance tranquille de celui qui avait déjà gagné. Il invita 6 des plus grands ferrailleurs parisiens à une réunion secrète. Il leur fit croire que la Tour Eiffel était devenue un fardeau financier pour l'État. Elle devait être démantelée en toute discrétion. Son discours était parfaitement rodé. Il insistait sur le caractère de secret d'État de l'opération. Cela activait chez ses cibles les biais d'autorité et de rareté. L'affaire était urgente et confidentielle. Parmi les 6, un homme se distingua, André Poisson. Un homme d'affaires ambitieux mais naïf, désireux de faire le coup du siècle. Lustig sentit qu'il tenait sa victime idéale. Pour tester la cupidité et la complicité de Poisson, Lustig demanda un pot de vin. Il expliqua que cette somme était nécessaire pour sécuriser le contrat. C'était une pratique courante dans les affaires de l'époque. Poisson, aveuglé par l'opportunité, paya la somme demandée. Ce paiement scellait son silence. La honte et la peur des répercussions l'empêcheraient de dénoncer l'escroquerie. Lustig s'enfuit alors avec l'argent direction Vienne, puis les États-Unis. Il avait anticipé la réaction de Poisson. La victime, par peur du scandale, ne ferait rien. Et il eut raison. Quelques mois plus tard, l'incroyable se produisit. Lustig, avec une audace démesurée, revint à Paris. Il tenta de reproduire la même escroquerie sur un nouveau groupe de ferrailleurs. Cette fois, la chance ne fut pas de son côté. L'un des marchands, plus méfiant, alerta la police. Lustig fut contraint de fuir Paris précipitamment, échappant de peu à l'arrestation. Il poursuivit sa carrière criminelle aux États-Unis, changeant fréquemment d'identité. Il se spécialisa dans les escroqueries de grande envergure, toujours avec la même ingéniosité. L'un de ses exploits les plus célèbres fut d'escroquer Al Capone lui-même. Il lui vendit la boîte à argent, puis, de manière inattendue, lui rendit l'argent. Ce geste inouï lui valut la confiance du gangster. Capone, impressionné par son honnêteté apparente, lui confia d'autres sommes. Lustig les fit fructifier, puis les rendit à Capone, gagnant ainsi sa totale confiance. Une manipulation psychologique de génie. Le FBI le traqua sans relâche pendant des années. Il fut arrêté et s'échappa à plusieurs reprises, démontrant une capacité d'évasion remarquable. Sa légende grandissait à chaque fuite. Sa cavale prit fin le 10 mai 1935. Il fut finalement appréhendé et condamné. Il passa ses dernières années dans la prison d'Alcatraz, le célèbre pénitencier fédéral. Victor Lustig mourut en 1947, mais son héritage perdura. Il laissa derrière lui la réputation d'un maître escroc dont les exploits défiaient l'imagination. L'histoire de Victor Lustig est bien plus qu'une série d'anecdotes criminelles. C'est une étude de cas fascinante sur la psychologie humaine. Elle révèle la puissance du charisme et de l'audace. Lustig excellait à exploiter les biais cognitifs. Le biais d'autorité, où l'on fait confiance à une figure d'autorité. Le biais de rareté, où l'on valorise ce qui est rare ou difficile à obtenir. Le biais d'engagement, où une fois qu'une personne a fait un petit pas, comme payer un pot de vin, elle est plus susceptible de continuer dans cette voie. Le biais de confirmation, où l'on cherche à confirmer ses propres croyances. Il utilisait l'effet de halo, où une impression positive initiale, son apparence, son assurance, influençait la perception globale de sa personne. Ses victimes étaient aveuglées par leur propre cupidité et leur désir de faire une bonne affaire. Lustig ne vendait pas seulement des machines ou des monuments. Il vendait des rêves, des opportunités et surtout, il vendait une histoire crédible. Son succès reposait sur sa capacité à lire les gens et à manipuler leurs désirs les plus profonds. Son histoire nous rappelle que la vigilance est essentielle. Elle nous invite à questionner les apparences et les promesses trop belles pour être vraies. La légende de Victor Lustig est un avertissement intemporel. Elle nous enseigne que la plus grande des arnaques n'est pas toujours la plus complexe. Elle est souvent celle qui exploite le mieux les failles de la nature humaine. Et dans ce domaine, Lustig fut un véritable génie.